Un silence lourd pesait sur le Burkina Faso, un silence brisé par un événement inattendu. Le 17 septembre, un drone MQ-9. Reaper, équipé d'un missile Hellfire Mix, se dirigeait vers sa cible, Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso. Mais alors que le missile était sur le point de frapper, une déviation mystérieuse l'a redirigé vers un camion civil, tuant 3 innocents. Était-ce un simple accident technique ou un message dissimulé? Et surtout, pourquoi l'Afrique, une fois de plus, reste-t-elle silencieuse face à cette agression invisible? Ce qui s'est passé ce jour-là au Sahel est bien plus qu'un incident isolé. La vérité derrière la frappe de drone est bien plus complexe qu'un simple accident. Ce missile, destiné à éliminer le président Traoré, n'a pas seulement menacé une vie, il a aussi révélé une fracture profonde dans le ciel africain. Pourquoi cet incident a-t-il eu lieu au-dessus du Burkina Faso, un pays qui n'a jamais déclaré la guerre? Ce n'était pas un simple acte de guerre, mais un avertissement à l'Afrique tout entière, un message sur la souveraineté, sur la manière dont les puissances extérieures exercent leur contrôle. Et pourtant, malgré la gravité de la situation, le monde n'a presque rien entendu. Aucun cri d'indignation, aucun titre percutant dans les médias internationaux. Le silence était presque aussi lourd que l'impact du missile lui-même. Ce qui se cache derrière ce silence est un système géopolitique complexe, où l'Afrique lutte pour faire entendre sa voix. Le président Traoré, malgré la menace qui pèse sur sa vie, a choisi de répondre différemment, par la vérité. Mais cette réponse sera-t-elle suffisante pour réveiller les consciences? Le 17 septembre, un MQ-9 Reaper, un drone de combat sophistiqué, a dévié sa trajectoire et a frappé un camion civil à la place de sa cible initiale, le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Cette erreur apparente a coûté la vie à 3 innocents, mais elle a également mis en lumière un problème de sécurité beaucoup plus profond. L'incident a eu lieu dans une région où les tensions géopolitiques sont déjà très élevées. Le Sahel, une zone stratégique en Afrique, est souvent sous la surveillance des puissances internationales. Le Burkina Faso, récemment devenu un symbole de la résistance contre l'influence occidentale, était désormais la cible d'un missile. L'attaque, menée avec une précision chirurgicale, a soulevé des questions sur la véritable nature des interventions militaires étrangères sur le continent africain. L'incident a eu lieu après une série de décisions controversées de Traoré, visant à réduire l'influence occidentale au Burkina Faso, un pays déjà marqué par des conflits internes. Le président, élu récemment, est devenu un leader incontournable, non seulement pour son pays, mais aussi pour l'Afrique en général. Mais pourquoi l'attaque s'est-elle produite précisément au moment où Traoré semblait être un acteur majeur dans la dynamique régionale? Pour l'Afrique, cette frappe symbolise plus qu'une simple tentative d'assassinat. C'est un message sur la souveraineté, sur le contrôle du ciel africain et sur la manière dont les puissances extérieures utilisent la technologie pour dominer la région. Les experts se sont interrogés sur la source des informations utilisées pour localiser Traoré et sur la nature des données partagées entre les puissances mondiales. Était-ce une erreur de calcul? Ou bien était-ce une tentative délibérée d'intimider un leader africain? Le silence qui a suivi l'attaque a ajouté une dimension supplémentaire à cette énigme. Mais une chose est claire. Les dirigeants africains commencent à comprendre que leur indépendance, et non seulement leur survie, est en jeu. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, n'est pas un homme ordinaire. Né dans un environnement militaire, il a rapidement compris la valeur de la souveraineté nationale. Mais c'est au lendemain de l'attaque du drone que son leadership a été mis à l'épreuve de manière décisive. Le 17 septembre, après l'incident tragique, il aurait pu céder à la colère ou à la vengeance. Au lieu de cela, il choisit de se tenir devant son peuple et d'exprimer une vision bien plus puissante, la transparence et la vérité. La décision de Traoré de ne pas répondre par la violence, mais par l'exposé des faits, a eu un impact immédiat et profond. En révélant au monde entier les preuves des tentatives d'assassinat
et en publiant les données de l'attaque, il a défié les puissances étrangères tout en consolidant son autorité sur la scène internationale. Cette démarche n'était pas seulement politique. Elle représentait un virage culturel, une affirmation que l'Afrique pouvait et devait contrôler son propre destin. Le monde a regardé, intrigué, alors que Traoré ne se contentait pas de défendre sa position, mais utilisait cet incident pour réaffirmer la souveraineté de son pays. En publiant les images et les informations du missile, il a non seulement exposé la réalité des actions militaires extérieures, mais a aussi démontré qu'il était prêt à résister à l'influence des puissances mondiales, même au péril de sa vie. Ce n'était pas une réaction de simple survie, mais un acte stratégique qui a renforcé son image de leader déterminé à préserver l'indépendance de son pays. Le matin du 17 septembre, le convoi présidentiel du Burkina Faso roulait tranquillement sur la route entre Ouagadougou et Kaya, sans escorte militaire imposante. Le président Ibrahim Traoré, fidèle à sa philosophie de ne pas se cacher derrière des murs blindés, préférait la discrétion. Pourtant, ce jour-là, la tranquillité de ce voyage allait être brisée par un événement inattendu. À 10 heures, une alerte du système de défense aérienne du Burkina Faso a retenti. Un objet volant non identifié se dirigeait vers le convoi présidentiel. En un clin d'œil, le radar de l'armée burkinabé a confirmé ce que personne n'aurait voulu entendre. Un drone MQ-9. Reaper, un engin militaire utilisé par l'OTAN, pénétrait l'espace aérien national sans autorisation. La cible semblait claire, le président Traoré. Mais il n'y a pas eu de panique. Les autorités burkinabées ont réagi promptement, changeant la trajectoire du convoi. Une manœuvre audacieuse, mais qui s'avérerait décisive pour sauver la vie de Traoré. Pendant ce temps, le drone, contrôlé à distance par des opérateurs qui ignoraient probablement les changements de trajectoire, a continué à suivre ce qu'il pensait être sa cible. À 10h40, la frappe était imminente. Mais la chance a joué un rôle inattendu. En dépit de la précision habituelle des frappes de drone, le missile Hellfire R9X, armé de ses 6 lames tranchantes, a dévié de sa trajectoire initiale et a frappé un camion de livraison civile, tuant 3 innocents sur le coup. Une tragédie qui a rapidement pris une dimension géopolitique bien plus grande que la simple perte de vies humaines. L'attaque a laissé derrière elle des débris. Des fragments du missile, portant des numéros de série, ont été retrouvés dans la zone d'impact. Les premiers éléments de l'enquête ont rapidement confirmé ce que beaucoup craignaient. Il ne s'agissait pas d'un accident, mais d'une frappe ciblée. Le missile, un R-X, était précisément conçu pour des assassinats ciblés. Et si la cible principale n'avait pas été atteinte, le message envoyé était clair. Personne n'est à l'abri, même au-dessus de l'Afrique. Cependant, ce qui a suivi la frappe était tout aussi important. Le gouvernement burkinabé n'a pas tardé à agir. Le président Traoré a immédiatement ordonné une enquête complète sur l'incident. Une analyse des débris, des relevés radars et des traces électroniques a révélé la nature professionnelle de cette frappe. Les données ont montré que le missile avait été lancé depuis un ravitailleur en vol américain, confirmant la participation d'un acteur extérieur dans cet incident. Les autorités burkinabées ont rapidement partagé ces informations avec les médias locaux et internationaux. Alors que les pays occidentaux semblaient hésiter à réagir, les preuves accablantes ont convaincu Traoré de continuer sa démarche vers la transparence totale. La souveraineté du Burkina Faso avait été violée, et le président n'allait pas laisser cet acte passer inaperçu. Il a promis de révéler toute la vérité au monde, indépendamment des conséquences. Le monde entier a regardé, stupéfait par la rapidité avec laquelle Traoré a dévoilé les faits. Les preuves accablantes ont choqué la communauté internationale, mais ont également provoqué un sentiment de solidarité en Afrique. Ce qui semblait être un simple accident technique est devenu le catalyseur d'un mouvement plus large, un moment de réaffirmation de la souveraineté africaine. Les leaders africains, jusque-là souvent réduits au silence, ont maintenant une occasion de se faire entendre. L'incident a mis en lumière les dangers d'un monde où les interventions extérieures
se font en toute impunité. Ce fut un réveil brutal pour le Burkina Faso, mais aussi pour l'ensemble du continent africain. Un message avait été envoyé. L'Afrique ne restera pas silencieuse face à l'agression étrangère. Et le président Traoré, avec une détermination inébranlable, se dressait désormais comme le symbole de cette résistance. Les preuves s'accumulaient rapidement, et elles étaient irréfutables. Le missile qui avait frappé le camion civil, tuant 3 innocents, portait des marques distinctives qui l'identifiaient comme un missile Hellfire R9X, une arme utilisée par l'OTAN dans des frappes de précision. Dès que les enquêteurs militaires burkinabés ont récupéré les fragments de missiles, ils ont commencé à les analyser en détail. Les inscriptions sur les débris, notamment les numéros de série, ont confirmé que le missile était de type R9X, une arme particulièrement meurtrière, conçue pour des assassinats ciblés sans laisser de débris massifs, mais avec des lames tranchantes capables de découper des cibles avec une précision redoutable. L'analyse des données radar a également joué un rôle crucial dans cette enquête. Les traces du missile, suivies par le radar burkinabé, ont montré que l'objet en question était entré dans l'espace aérien du Burkina Faso, sans autorisation préalable. Ce n'était pas une erreur, mais une attaque ciblée. Le fait que le missile ait frappé un camion civil et non la cible initialement désignée, le président Ibrahim Traoré, n'était pas une coïncidence, c'était un message. En plus des preuves du missile et des données radar, une autre découverte marquante a été faite. Les enregistrements de la trajectoire du drone ont montré qu'il avait été ravitaillé en vol par un pétrolier américain, un KC-135, opérant juste en dehors de l'espace aérien sahélien. Ce détail a confirmé que l'incident n'était pas isolé, mais faisait partie d'une opération plus vaste, possiblement liée à des exercices militaires communs entre l'OTAN et des alliés locaux, mais aussi, selon certains experts, à des opérations clandestines contre des gouvernements africains qui résistent à l'influence étrangère. Cette découverte a été un tournant. Les implications étaient énormes. Un gouvernement africain avait été attaqué en toute impunité, et l'attaque avait été réalisée avec des ressources militaires occidentales. Le fait que l'OTAN, une organisation militaire de défense, ait été impliquée dans cette frappe soulève des questions sur les véritables objectifs de ces interventions dans le Sahel. Était-ce un acte isolé ou une tactique délibérée dans une guerre plus large pour le contrôle géopolitique de l'Afrique de l'Ouest ? L'absence de réaction immédiate de la part des puissances occidentales a ajouté à la gravité de la situation. Aucun communiqué officiel n'a été émis pour expliquer ou justifier l'attaque. En revanche, Ibrahim Traoré n'a pas tardé à réagir. Le gouvernement burkinabé a ouvert une enquête publique, diffusant les images des débris du missile et des relevés radars à travers le monde. Cette transparence a choqué le monde entier et a provoqué une onde de choc dans les médias internationaux. Les médias occidentaux, qui d'habitude relaient immédiatement les informations concernant des frappes de drones, sont restés remarquablement silencieux. Les quelques reportages qui ont émergé ont minimisé l'incident, évoquant des erreurs techniques sans fournir de détails concrets. Mais la réponse du Burkina Faso, dirigée par Traoré, a mis en lumière une toute autre réalité. Il ne s'agissait pas d'un simple accident. C'était une attaque ciblée contre la souveraineté d'une nation africaine, et les preuves en main ne laissaient aucun doute sur cette réalité. Cet incident a non seulement marqué une étape cruciale dans la lutte pour la souveraineté du Burkina Faso, mais aussi une prise de conscience collective en Afrique. Le message était clair. L'Afrique devait prendre en main sa propre sécurité, sa propre vérité. Et cette conviction, alimentée par des preuves irréfutables, a résonné dans tout le continent. L'attaque de drone contre Ibrahim Traoré a suscité des réactions divergentes à l'échelle internationale. D'un côté, certains ont défendu les interventions militaires occidentales, affirmant qu'elles étaient nécessaires pour maintenir la stabilité dans la région du Sahel, une zone déjà en proie à des groupes extrémistes violents. Selon eux, la frappe de drone visait à neutraliser des leaders supposés menaçant la paix mondiale,
et à prévenir de futures menaces potentielles. Pour ses défenseurs, les frappes de drones, bien que controversées, restaient un outil stratégique dans la lutte contre le terrorisme et l'instabilité. Mais de l'autre côté, beaucoup ont vu cette attaque comme un exemple flagrant de l'ingérence injustifiée des puissances occidentales dans les affaires africaines. Ibrahim Traoré lui-même, ainsi que d'autres critiques, ont dénoncé cette agression comme un symbole de l'impérialisme continu, un avertissement adressé aux nations africaines qui osent défier les dictats occidentaux. Traoré a répété que l'Afrique avait le droit de se défendre sans la tutelle des puissances étrangères. Et cette frappe de drone n'était qu'un rappel brutal de cette domination. L'unité de l'Afrique face à cette crise a été un facteur déterminant. Si l'argument en faveur de la sécurité contre le terrorisme peut être valable dans certains contextes, il ne doit pas se faire au détriment de la souveraineté d'un pays. Cet incident a permis de réévaluer la véritable nature de ces interventions militaires. Quelles sont les intentions réelles derrière ces frappes ? Et surtout, l'Afrique peut-elle continuer à se laisser dicter sa politique par des puissances extérieures sous couvert de sécurité ? En rejetant les appels à la violence et en choisissant la voie de la transparence, Ibrahim Traoré a pris une position audacieuse, mais nécessaire. Il a montré au monde que l'Afrique n'accepterait plus de se taire face à de telles ingérences. Ce n'était pas seulement une réponse à une tentative d'assassinat. C'était un appel à l'unité et à l'indépendance des nations africaines. En dévoilant les preuves de l'attaque et en prenant une position ferme, Traoré a renforcé son rôle de leader régional et mondial. Ce n'était pas seulement une victoire pour lui, mais pour l'ensemble du continent africain, qui commence à prendre conscience de son pouvoir collectif. À ce stade, la situation semblait prendre une tournure dramatique. L'attaque contre le président Traoré avait non seulement mis en lumière les failles de la souveraineté en Afrique, mais aussi soulevé des questions cruciales sur l'indépendance du continent face aux interventions étrangères. Pourtant, le retournement de situation a été rapide. Traoré, loin de réagir sous le coup de la colère, a choisi de mener une réponse différente. Il n'a pas répondu par la violence, mais par la vérité. La révélation de la nature de l'attaque, une frappe préméditée avec des ressources militaires étrangères, a choqué le monde entier. Mais ce n'était pas tout. Le président Traoré a non seulement exposé les faits au public, mais a aussi appelé à une transformation radicale de la manière dont les nations africaines interagissent entre elles et avec le reste du monde. Ce n'était plus un simple incident militaire, c'était un point de bascule. L'Afrique ne se contenterait plus de réactions passives face à de telles agressions. En fait, une nouvelle vision de la souveraineté était née, portée par la volonté inébranlable d'un homme et d'une nation. Les conséquences immédiates de l'attaque contre Ibrahim Traoré ont été profondes, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour l'ensemble du continent africain. L'attaque a agi comme un catalyseur, déclenchant une prise de conscience collective sur la manière dont l'Afrique est perçue et traitée par le reste du monde. Pour Traoré, ce n'était pas simplement une tentative d'assassinat, c'était un acte symbolique de ce qu'il considérait comme une oppression continue des nations africaines par des puissances étrangères. L'attaque a également eu un effet immédiat sur la politique intérieure du Burkina Faso. Traoré, déjà reconnu pour sa position contre l'ingérence occidentale, a vu son image renforcée auprès de ses partisans. Son appel à la transparence, son refus de répondre à la violence par la violence, et son choix de revendiquer la souveraineté du Burkina Faso en exposant les preuves au monde ont été des actions qui ont non seulement consolidé son pouvoir à l'intérieur du pays, mais qui ont aussi attiré l'attention internationale. Le président n'a pas seulement survécu à l'attaque, il a transformé cette crise en une opportunité pour promouvoir une nouvelle vision de l'indépendance et de l'autosuffisance africaine. Cependant, les effets de cette attaque ne se sont pas limités à l'échelle nationale. À travers l'Afrique, l'attaque a été perçue comme un défi direct au principe de souveraineté des nations africaines. Plusieurs pays, notamment ceux de la région du Sahel, ont exprimé leur solidarité envers le Burkina Faso, et de nombreux gouvernements ont condamné l'ingérence étrangère. Cette solidarité a été cruciale, car elle a donné un signal fort.
L'Afrique commençait à se rassembler pour défendre ses intérêts collectifs. Ce n'était pas une simple expression de soutien moral. Dans les mois qui ont suivi, plusieurs pays africains ont intensifié leurs efforts pour renforcer leur défense militaire et leur capacité de surveillance aérienne. L'incident a aussi encouragé des discussions sur la création de mécanismes de sécurité régionale plus forts et plus indépendants. Des initiatives ont vu le jour, telles que la mise en place de systèmes de radars partagés entre plusieurs nations pour éviter une violation de souveraineté à l'avenir. Dans le même temps, la communauté internationale a été divisée. Tandis que certains pays occidentaux ont maintenu leur silence ou ont minimisé l'incident, d'autres ont exprimé leur inquiétude croissante face à la montée de la résistance africaine. Pour beaucoup en Afrique, l'attaque a révélé une vérité que l'on ne pouvait plus ignorer. Tant que l'Afrique restera dépendante des puissances étrangères, sa véritable indépendance restera menacée. Cet incident a donc eu des répercussions bien au-delà du Burkina Faso. Il a ouvert une conversation plus large sur la manière dont les nations africaines doivent se défendre et se protéger contre les ingérences étrangères. Il a aussi mis en lumière l'importance de l'unité entre les pays africains pour assurer leur sécurité et leur souveraineté. Le message était clair. L'Afrique, dans sa quête de souveraineté, ne pouvait plus se permettre de rester passive face à de telles attaques. L'attaque contre Ibrahim Traoré a bouleversé non seulement le Burkina Faso, mais toute la région du Sahel et au-delà. Dans les mois qui ont suivi cet événement majeur, plusieurs scénarios ont émergé concernant l'avenir du Burkina Faso et de l'Afrique dans son ensemble. Ces scénarios s'articulent autour de trois possibilités principales. Le maintien du statu quo, un renforcement des tensions régionales ou un véritable changement géopolitique au niveau continental. Dans le premier scénario, les puissances étrangères, notamment l'OTAN et ses alliés, pourraient chercher à maintenir leur influence en Afrique de l'Ouest. Dans ce cas, l'attaque de drones contre Traoré serait considérée comme un simple incident isolé, et la pression sur le Burkina Faso et d'autres pays résistants pourrait se renforcer. Cela pourrait se traduire par une intensification des sanctions économiques, un soutien accru au gouvernement favorable aux intérêts occidentaux et des tentatives de déstabilisation politique interne. Les pays africains, divisés sur la question de la souveraineté, risqueraient de se retrouver face à des tensions internes croissantes, empêchant toute unité régionale durable. Ce scénario semble néanmoins moins probable, car il ignorerait qu'est la montée de la solidarité africaine suite à l'attaque. Dans le deuxième scénario, les tensions régionales pourraient s'accroître, avec plusieurs pays africains s'unissant pour résister à l'ingérence occidentale. Ce scénario verrait un renforcement des mécanismes de défense régionale, notamment par l'implantation de systèmes de radars communs, une collaboration militaire accrue et des initiatives diplomatiques visant à soutenir l'indépendance des nations africaines. Bien que cette résistance pourrait créer un front uni de nations africaines, elle entraînerait également des tensions avec les puissances extérieures, notamment avec l'OTAN et ses alliés. Les sanctions économiques et les pressions diplomatiques sur les gouvernements réfractaires pourraient se multiplier, mais un bloc de nations africaines résolues à défendre leur souveraineté pourrait émerger. Dans le troisième scénario, l'attaque contre Traoré pourrait être perçue comme un moment de rupture, amorçant un changement géopolitique profond. Dans ce cas, l'Afrique, galvanisée par les événements du Sahel, pourrait entamer une transformation politique et économique radicale. Ce changement pourrait impliquer la création de nouvelles alliances continentales, plus indépendantes, centrées sur des priorités africaines. Les pays de la région du Sahel, soutenus par d'autres nations africaines, chercheraient à établir une zone de coopération économique et militaire indépendante des influences extérieures. Un tel mouvement pourrait entraîner la formation d'une Union africaine de 2.0, un bloc politique et économique capable de se défendre tout en construisant des alliances solides avec d'autres puissances mondiales comme la Chine et la Russie, tout en limitant les relations avec l'Occident. Dans les prochains mois, il est possible que nous assistions à un mélange de ces scénarios. Cependant, la direction semble claire.
L'Afrique commence à se redéfinir en tant qu'acteur géopolitique indépendant, et la question de la souveraineté africaine ne sera plus ignorée. L'attaque contre Ibrahim Traoré n'est pas seulement un événement historique pour le Burkina Faso, c'est un moment décisif pour tous les Africains, un point de bascule dans la manière dont le continent se perçoit et interagit avec le reste du monde. Si vous êtes témoin de cette histoire, vous ne pouvez pas rester indifférent. Cela dépasse le cadre d'incident militaire. C'est un appel à l'unité, un cri pour que l'Afrique cesse de se laisser dicter son avenir. La souveraineté d'un pays n'est pas un droit que l'on accorde, mais un principe fondamental qui doit être défendu à tout prix. Les événements qui ont secoué le Burkina Faso devraient être un signal d'alarme pour chaque nation africaine. Les Africains doivent comprendre que la sécurité, la stabilité et la liberté de choisir leur propre chemin ne peuvent être garanties que par leur unité et leur autonomie. Le combat d'Ibrahim Traoré pour la vérité et la souveraineté n'est pas seulement le combat d'un homme ou d'un pays, c'est celui de chaque citoyen africain qui refuse de vivre sous la domination étrangère. Ce que Traoré a fait en exposant la vérité au monde est un acte de courage et de leadership. Mais le véritable défi commence maintenant. Il ne s'agit pas simplement de riposter contre les attaques externes, mais de bâtir un avenir où l'Afrique est maîtresse de son destin. Alors, quelle sera votre réaction face à cette histoire? Allez-vous soutenir ce mouvement vers l'indépendance ou regarder sans intervenir? L'Afrique a besoin de votre voix. Ce n'est pas un appel à la violence, mais à la solidarité. L'histoire est en marche et elle attend ceux qui sont prêts à la façonner. Face à l'agression extérieure et aux défis géopolitiques, l'Afrique doit maintenant prendre des mesures concrètes pour garantir sa souveraineté et sa sécurité. Ce qui s'est passé avec Ibrahim Traoré et l'attaque du drone n'est que le début d'une prise de conscience collective. Pour que cette prise de conscience se transforme en action tangible, plusieurs étapes doivent être franchies. D'abord, il faut renforcer la coopération régionale en matière de sécurité. Cela pourrait prendre la forme de partenariats militaires entre les pays du Sahel et au-delà, visant à établir des mécanismes de défense collectifs et à partager les technologies de surveillance et de renseignement. L'Afrique doit également investir dans ses propres capacités de défense aérienne et dans des systèmes radars qui garantissent que ces cieux ne soient plus vulnérables aux incursions étrangères. Ensuite, il est essentiel de renforcer la gouvernance et la transparence interne. Ibrahim Traoré a montré l'importance de la transparence en exposant les preuves de l'attaque. Chaque nation africaine doit adopter une politique de transparence totale vis-à-vis de ses citoyens, particulièrement en ce qui concerne les relations extérieures et les enjeux de souveraineté. Cela renforcera la confiance des peuples africains dans leurs dirigeants et dans leur capacité à défendre leurs intérêts. Enfin, il faut promouvoir une coopération économique plus forte à l'échelle continentale. Cela signifie réduire la dépendance vis-à-vis des puissances étrangères, notamment en ce qui concerne les ressources naturelles et les investissements. Un bouclier africain de développement, financé par des ressources internes, pourrait être une réponse puissante aux pressions économiques extérieures. Cela permettrait à l'Afrique de se soutenir elle-même, sans avoir à compter sur des prêts ou des subventions extérieures. Ces étapes ne sont pas faciles à accomplir, mais elles sont essentielles si l'Afrique veut garantir son avenir. Le combat pour la souveraineté ne se limite pas à résister aux attaques extérieures. Il s'agit de construire une Afrique capable de se défendre, d'être économiquement indépendante et politiquement unie. La route est encore longue, mais l'avenir est entre les mains des peuples africains. L'histoire d'Ibrahim Traoré ne se limite pas à une simple victoire contre une tentative d'assassinat. C'est un appel à l'action pour toute l'Afrique, un retour aux racines de ce que signifie être libre et souverain. Ce moment où le président Traoré a décidé de répondre à l'agression par la vérité a résonné bien au-delà du Burkina Faso. C'était une déclaration de courage et de résilience, une affirmation claire que la souveraineté africaine n'est pas négociable. Comme l'a dit Traoré, nous ne répondrons pas avec des missiles, mais avec des preuves. Cette phrase a marqué un tournant
un symbole d'une Afrique qui, au lieu de se laisser écraser par les pressions extérieures, choisit de faire entendre sa voix. Aujourd'hui, l'Afrique se lève non seulement pour défendre ses dirigeants, mais aussi pour défendre son droit à choisir son propre destin. Et à chaque village, chaque ville, chaque communauté qui a entendu cet appel, l'impact est profond. L'Afrique commence à comprendre que ce n'est pas seulement une lutte pour la survie, mais pour un avenir où elle peut réellement se tenir debout avec dignité. C'est un moment de vérité, et l'histoire de Traoré est un phare pour tout le continent.